une vidéo aujourd'hui React. Allez, c'est parti. Welcome to the Jean-Baptiste Show! No, come on! Il y a 3 ans de ça, une rumeur a secoué Internet. Marvel sera en train de développer avec Sony un nouveau jeu. Mais cette fois-ci, il n'était pas question d'un free-to-play, d'un jeu mobile ou d'un jeu Lego. Non, on parle bien d'un AAA à gros budget. Une première pour Marvel. Bah après, oui. Rumeurs parlaient de Sucker Punch pour le développer, à qui on doit les Infamous. D'autres parlaient de Rocksteady derrière les Batman. L'hype était en train de monter. Puis Sony a annoncé que c'est Insomniac Games, responsable de Sunset Overdrive et le directeur créatif de Rise of the Tomb Raider et Infinite Warfare qui s'en occuperait. Ah, d'accord. Sauf qu'Insomniac est aussi responsable des Spyro, Ratchet Clank et de la série Résistance. Et qu'ils ont pu profiter de 4 ans de développement parce que Marvel et Sony ne voulaient pas d'un jeu pourri qui n'est là que pour accompagner la sortie d'un film. Du coup, ils ont demandé à l'équipe quel héros ils voulaient développer en jeu vidéo. Bah Spider-Man, c'est quoi cette question de merde? Qu'ont répondu Insomniac. Bon alors ok, le Spider-Man de 2000 s'était très bien vendu, et sa suite de 2004 avait été une complète révolution des déplacements en open world, avec un système de toile réaliste et un balancier très réussi, qui faisait facilement oublier les défauts du jeu. Mais tout ce qui a suivi n'a jamais fait que singer ce succès, sans jamais proposer quelque chose de novateur. Malgré quelques efforts louables de Treyarch pour sauver la licence, on est arrivé à un point où Bobby Kotick, ancien CEO d'Activision, a carrément déclaré que leur Spider-Man des 5 dernières années était mal noté parce qu'il était pourri et mauvais. Oui. Ah oui, cache. Je ne déconne même pas, il a vraiment fait cette déclaration, alors imaginez l'étendue du désastre. Et puis en 2018, Marvel Après, ils ont quand même sorti une sacrée dinguerie. Spider-Man sort et devient le jeu Spider-Man qui s'est vendu le plus vite de l'histoire, avec 3,3 millions de ventes en 3 jours. Mais aussi le jeu Marvel qui s'est vendu. Et moi aussi, j'aurai ma petite critique sur un jeu vidéo, mais ça, vous verrez plus tard. Pour l'instant, je critique rien, mais j'ai trouvé un petit jeu que je mettrai ma petite note aussi. C'est pour ça que, pour l'instant, je réacte à des jeux vidéo. Plus vite, et le jeu Sony développé par un tiers qui s'est aussi vendu le plus vite. Mais Call of Duty aussi se vend par palette tous les ans, ce n'est pas pour autant qu'il a toujours été un gage de qualité. Mais ici, Insomniac a véritablement abattu une quantité de travail extraordinaire. Le jeu est magnifique, des animations des personnages à la ville tout entière qui profitent de splendides effets de lumière. On ne réussit même plus à faire la différence entre cinématique et gameplay, c'est très déroutant en début de jeu. Et encore une fois, c'est superbement bien optimisé même sur des PS4 vieilles de 2013. Les musiques de John Paisano sont excellentes et n'auraient pas pu plus respecter le thème du jeu, sans parler du sound design qui est très soigné. Tirer d'étoiles dans tous les sens a rarement été autant orgasmique auditivement. Sans oublier que le son sert très bien le gameplay pour nous prévenir des dangers instinctivement. Pas de doute, on est face à une grosse production et c'est loin d'être déplaisant, on ne va pas se mentir. Mais Spider-Man n'est pas une belle coquille vide, bien au contraire, c'est un open world et il est très soigné. Le plus gros point fort du jeu, c'est clairement son système de déplacement, qui est clairement son argument de vente. L'équipe Ouais, j'avoue que ça, oui. a su comprendre ce qui faisait le cœur du Spider-Man 2 de 2004 et l'a dopé à la sauce next-gen. Personnellement, j'ai juste envie de leur dire merci, c'est tellement satisfaisant. Le balancement est tout juste grisant, les toiles s'accrochent toujours de manière réaliste à l'environnement, on peut jouer avec la gravité et l'inertie pour prendre de la vitesse, et les petits ajouts des sauts boostés gomment le peu de frustration qu'il restait au jeu d'origine. De plus, on se déplace dans un monde qui regorge d'activités secondaires variées et d'objets à collectionner en se balançant aux 4 coins de la ville. Certaines quêtes secondaires se payent même le luxe Mon Discord est bien sûr en description. Merci. d'être assez bien mise en scène et de proposer des variations de gameplay, avec un arc de quête qui nous fait même rencontrer un des gros ennemis de Spider-Man. Mais surtout, ce qui est frappant dans ce New York, c'est le niveau de détail complètement dément. Je trouvais déjà que les Infamous avaient des mondes assez vivants, influencés par nos actions et notre présence. Mais ici, c'est la même chose, dopée comme jamais. La ville est une vraie fourmilière. Il y a des passants et de la circulation de partout. La police, le SWAT, les pompiers ou les ambulances débarquent dès qu'on va arrêter un braquage ou intervenir sur un accident, s'ils ne sont pas déjà sur place en pleine intervention. C'est tellement vivant. Ouais, j'avoue, c'est vivant à mort. Euh, pour ceux qui n'ont pas Spider-Man, ils peuvent pas comprendre, mais moi, je comprends ce qu'il dit. Et franchement, c'est vrai que c'est extra bien fait. On est interpellé par les journalistes, des fans qui nous indiquent un crime, fois on esquive une balle de justesse d'un type qui travaille pour la mafia locale, ou on se fait insulter par un passant qui n'adhère pas à notre façon de faire.
De plus, les dialogues et la ville évoluent avec l'histoire. On sent lorsque les contrôles militaires augmentent, et la radio parle de nos derniers exploits. Je pourrais en parler encore longtemps avec des détails comme les criminels qui s'agitent et ragent quand ils sont bloqués dans nos toiles, le fait que Spider-Man ne tue jamais même quand on pousse quelqu'un dans le vide, ou du nombre incroyable d'easter eggs du jeu, de la tour Avenger au cabinet de Nelson and Murdoch. Sauf qu'il faut qu'on parle aussi de l'histoire et de la mise en scène, et sans spoiler, comme toujours évidemment. Je ne m'y attendais pas, mais côté mise en scène, c'est très réussi. C'est même clairement un des gros points forts du jeu. La réalisation est très soignée, on est proche de ce qui se fait dans les films de Marvel, c'est beau, c'est spectaculaire, mais ça n'oublie pas d'être intimiste. C'est ce qui fait aussi la force du scénario. Insomniac ne tombe pas dans le piège de l'énième origin story puisqu'on joue un Peter plus âgé. Le scénario n'est clairement pas exceptionnel, mais ce sont ses personnages et ses différents points de vue qui le rendent intéressant. Car oui, on est amené souvent à voir les choses au travers des yeux de personnes. Et ça, c'est extra bien parce que sur un côté, t'as Spider-Man, et c'est lui la moitié de l'histoire, mais t'as aussi d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est meilleur, on va dire comme ça, que s'ils avaient gardé que Spider-Man. Parce que, bah, on va pas se mentir, Spider-Man, c'est jamais sans fin. Il y a une fin, il y a un début, mais même quand tu finis les quêtes, tu sais très bien qu'il y a toujours des missions. Tu n'es jamais sans rien, et ça, c'est bien. Différentes. Les dialogues sont bien écrits et quelques scènes et personnages sont franchement mémorables, on ne va pas se mentir. Il est aussi important de souligner le travail abattu sur la version française. Déjà, les traductions sont excellentes et réadaptées au public français, mais surtout, je suis désolé pour Yuri Lowenthal, le doubleur de la version originale, mais Donald Renew en VF a livré une excellente performance et j'ai trouvé sa prestation bien plus poignante à la conclusion du jeu que celle de la VO. Et puisqu'on parle de la conclusion, sachez que Spider-Man prend, Dieu merci, le temps de se finir, avec une scène d'après-générique et tout le toin-toin, comme si le jeu n'était pas suffisamment dans le fanservice. Et enfin, côté combat, la grande force du gameplay de Spider-Man, c'est d'offrir toujours plus de choix aux joueurs. On se sent tellement libre, on choisit par où et comment on arrive, si on veut rentrer dans le tas ou être discret, et la quantité de combos, d'ultimes, de modes, de gadgets et de décors utilisables est juste ridicule. Les combats sont épiques et bien mis en scène, on ne se soucie jamais du verrouillage, des temps de recharge, des munitions, pour toujours se concentrer sur l'action. Mais il faut aussi saluer le level design, car les environnements sont aussi permissifs en infiltration qu'en combat. Cette liberté est vraiment le nerf du jeu. La progression est bien pensée car elle pousse à faire du secondaire pour débloquer de l'équipement, et les menus sont riches et bien conçus. Mais oui, ça ressemble quand même beaucoup au Batman de Rocksteady. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment négatif? D'autant que sur Spider-Man, c'est plus vif car on contre plus, on esquive, et c'est aussi un poil plus difficile de ce fait. Voilà. Du coup, jeu de l'année, je suppose. Je crois qu'on va arrêter de regarder les notes. Ouais, une note, par contre, arrêtez de noter les jeux si c'est juste pour mettre « Ce jeu, il n'y a pas assez de lumière ». Faut arrêter. Déjà, ça a peu de sens d'attribuer une note à un jeu, mais si vous souhaitez vraiment le faire, faites un putain d'effort, bordel! Dans un monde où les joueurs ragent sur un soi-disant downgrade parce qu'il manque une flaque d'eau en comparaison Oh là là. dans le 3, ou sur la durée de l'histoire qui est annoncée à 20 heures, soit 30 heures avec le secondaire. Mais par contre, quand Uncharted 4, expérience linéaire de 15 heures, est sorti, tout le monde était content. C'est vrai qu'on ferait mieux de parler de ça au lieu de causer des vrais problèmes, comme la caméra qui est clairement la tête dans le cul. Alors c'est bien beau de tout repomper chez Rocksteady, mais si vous aviez aussi pu récupérer leur caméra à eux, ce serait pas mal la prochaine fois. Sinon, on en parle des voitures qui disparaissent dans le néant, ou des prestidigitateurs. C'est canon ça dans l'univers Marvel? Et d'ailleurs, l'écran bleu, c'est dans quel univers de Spider-Man déjà? Alors oui, j'en vois déjà venir avec leur pancarte, mais moi j'ai pas eu de bug. Donc je vais faire comme tout le monde, je vais mettre mes petites œillères et pas parler du fait qu'on se paye un temps de chargement de 3 heures à chaque fois qu'il faut passer du jour à la nuit. Arrêtons de parler technique et causons gameplay, parce que ça, le gameplay, tout le monde le voit, on est bien d'accord. Donc tout le monde a bien kiffé les puzzles super originaux, pompés de Batman pour débloquer des tours qui débloquent des activités, comme dans tous les vieux jeux d'Ubisoft. Sérieusement, qui s'est dit « Ah ouais, ça c'est novateur et ultra fun, il faut qu'on l'intègre au jeu ». Mais par contre, t'es là, il perd la bête ou quoi? Frérot, calme-toi. Calme. Ouais. Il débite tes mots, 40 mots par seconde. Ah je sais, ça doit être le même type qui s'est dit que nous pondre des missions déjà vues et revues dans 15 autres jeux, ça allait être l'éclate. Non mais je veux bien qu'on puisse s'inspirer, mais la course en checkpoint ou l'attrape pigeon, c'est plus fun depuis 1999. Et bien évidemment, grand classique de l'open world, on va te copier et coller la même mission, moi, une ou deux fois dans des endroits différents. Je veux dire, à quoi bon faire 30 missions originales quand tu peux en faire 90 répétitives grâce à la magie du copier-coller? Et tu vas en bouffer des objets à collecter, des zones à libérer, t'inquiète pas, parce que le remplissage pour allonger artificiellement la durée de vie, c'est ça que kiffent les gamers. Mais vu que chez Insomniac, on est des grands nostalgiques, on a aussi voulu reproduire l'excellent
plan gameplay de 2000, avec des fonctions que tout le monde adore. Comme les QTE toutes les 5 secondes, une IA qui surveille les murs au cas où il planifie de s'écrouler, on sait jamais. Et puis des ennemis que tu vas tabasser pendant 30 heures mais qui n'existent qu'en 10 archétypes différents. Parce que la répétitivité, c'est un problème du turfu, frère. Ou ces combats de boss qui ne sont heureusement pas tous mauvais, mais qui sont quand même peu inspirés, longs et frôlent parfois le niveau 0 du fun. Bon, je ne vais pas m'étaler sur les séquences de Walking Simulator avec les autres personnages qu'on joue en dehors de Spider-Man. Pollution en termes de gameplay. Sans déconner, c'est 2018 les gars, l'open world a quand même bien avancé, faudrait penser à se mettre à jour. Alors oui, Spider-Man est loin d'être parfait, ni même très Il m'a eu. Ah, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Il m'a eu. Il m'a eu. Le changement de voix m'a eu. Il est passé de ouais, ce jeu-là, c'est de la merde, et patatras, patatras. Ah, oui, Spider-Man est devenu le jeu le plus connu. Waouh, faut se calmer. Waouh, 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 waouh. original. Il traîne avec lui le bagage et les standards des blockbusters de l'industrie du jeu vidéo, qui dictent qu'il faut du RPG dans tous les jeux, avec des points et des arbres de compétences pour les dépenser, qu'il faut des collectibles, des tours et des activités copier-coller dans tous les open world, mais aussi des puzzles jamais trop durs, qui ne sont ni mauvais ni gratifiants. Même le jeu en difficulté maximale n'est pas un énorme challenge. Ce n'est jamais vraiment frustrant, et c'est clairement taillé pour être du tout public et à faible prise de risque, un peu à l'image de beaucoup des films de Marvel finalement. Mais il faut reconnaître que malgré ça, Spider-Man est quand même un bon jeu. Ce que je regrette, c'est que techniquement, malgré les quelques bugs, c'est impeccable. On sent qu'ils ont pris le temps de soigner le jeu sur le plan technique. Mais vraiment, sur le plan scénaristique et en termes de gameplay, la première moitié du jeu est vraiment faible en comparaison au reste du jeu. C'est vraiment dommage, on a presque envie de dire à l'équipe de se relire. En dehors de ça, je ne pense pas que le jeu ait la prétention de réinventer l'open world, c'est évident. Mais il réussit quand même à se sortir de son statut de jeu générique grâce à son excellent système de déplacement qui rend fun les missions de collecte les plus répétitives, même après plusieurs heures. Et la richesse de ses possibilités et la solidité de son système de combat nous font facilement fermer les yeux sur les ennemis peu variés. Je me demande juste pourquoi ils n'ont pas simplement gardé que le meilleur. Pourquoi garder ces lenteurs scénaristiques? Pourquoi vouloir rallonger artificiellement la durée de vie du jeu au risque de le rendre répétitif et de lasser le joueur? Mieux vaut une expérience légèrement plus courte mais intense plutôt que de chercher à gagner quelques heures sur la durée de vie. Enfin, il est indéniable que malgré tout ça, ce n'est certes pas le meilleur open world auquel j'ai joué, mais c'est clairement le meilleur Spider-Man qui existe à ce jour. C'était Ouais, moi j'en ai trois, t'en donné d'autres, et c'est celui-là le meilleur. En fait, j'ai Spider-Man 1, Spider-Man 2 et un ancien Spider-Man. Bon, j'aurais pu vous dire. Vu qui est dans mon grenier. évidemment recommandé aux fans inconditionnels d'Open World et surtout aux fans de Spider-Man, pour qui ce jeu sera clairement un incontournable. Et pourquoi pas aux gens qui n'ont ni connu Infamous ou les Batman de Rocksteady. Ça peut être un bon moyen de découvrir le genre du super-héros dans le jeu vidéo. Pour ma part, je vous le recommanderais quand même pour 30 ou 40 euros, ou plus si vous êtes dans un des cas que je viens de citer. Sur ce, Moi aussi, je vous recommande. Allez, deuxième vidéo. Alors lui, il va débiter 50 mots. Je vous le dis, j'ai un petit peu regardé les vidéos avant. Il va débiter 50 mots. Là, on crie... Enfin, moi aussi, je vais réact, du coup, critiquer un petit peu le jeu. Mais, c'est sur GTA. Alors aujourd'hui, on va parler de GTA V. Et oui, mais attention, hein, c'est pas juste pour combler le vide intersidéral de l'attente de GTA 6, même si bon, à un an près, on pourra enfin ressortir nos lunettes de soleil, charger nos flingues et se préparer à être à nouveau déçus par une promesse de S'il te plaît, ne dis pas des mots comme ça, c'est bon. liberté totale vidéoludique. Mais encore une fois, non, là, on va juste revenir sur le jeu le plus vendu de tous les temps, derrière Minecraft, le deuxième plus gros hit vidéoludique de l'histoire, qui n'implique pas des blocs en forme de Lego pour autistes fonctionnels. Donc non, encore une fois, on va parler de GTA V, qui n'est pas juste un monde ouvert comme les autres, c'est un putain de phénomène culturel. Vous aurez la deuxième partie ce soir minuit. Parce que là, je compterai que 5 minutes. Un rouleau compresseur de violence gratuite, de satire mordante et de monétisation cynique. Sorti en 2013, ça remonte, ce jeu est un peu comme une vieille rockstar qu'on traîne un peu encore sur scène, à coup de piqûre d'adrénaline.
il tient encore debout, il vend encore quelques tickets, mais il pue la naphtaline et la nostalgie frelatée. Et quand bien même, il faut lui reconnaître un truc à ce jeu. GTA V, sous ses airs de blockbuster américain à gros sabots, est quand même une critique acide, crade et on va le dire jouissive de l'Amérique post-crise des subprimes. C'est une espèce de miroir déformant tenu à la face des années 2010, un peu à la manière de South Park. Et on se sent peut-être un peu coupable d'avoir ri à un mec en chaise roulante qui explose dans un feu d'artifice. C'est pas juste une histoire de gangster, ce jeu. C'est une OP chirurgicale du rêve américain à la tronçonneuse, avec des punchlines, des stripteaseuses, des ados lobotomisés au wifi. Ouais, par contre, les stripteaseux, merci, mais non merci, je vais taire. Des sociopathes qui te parlent de loyauté tout en te mettant des pruneaux dans la nuque. Enfin bref, vous avez plus ou moins compris les bails, mais derrière cette façade de liberté débridée se cache en fait un jeu profondément contradictoire, à la fois ode à l'anarchie et rail shooter un peu déguisé. Et c'est là où on va plonger les amis, parce que lorsque l'on prend le temps de gratter sous la surface, et même si cette surface est effectivement très belle, bah on commence à voir les coutures qui craquent, les promesses non tenues, les incohérences scénaristiques qui font passer les feux de l'amour pour du David Fincher. Avant d'entrer dans le détail de ma critique acerbe de GTA V, on va quand même prendre le temps de poser le décor. Pourquoi il se fait tirer dessus? Et pourquoi il ne quick pas? Parce que j'ai beau être le mec le plus aigri du YouTube game, je suis quand même un mec bien élevé et on va quand même prendre son temps. Parce que comprendre pourquoi GTA V est à la fois le meilleur et le pire des GTA de toute l'histoire, il faut d'abord comprendre qui sont les protagonistes, ce qu'ils racontent vraiment, et pourquoi le monde de GTA V est aussi creux que les slogans d'un parti politique en campagne. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, dans un monde vidéoludique où la plupart des héros, des protagonistes de jeux vidéo ont le charisme d'un toast humide, eh bien, GTA V... Je vais déjà dire mon avis sur GTA parce que au moins ça dégagera un petit peu. Pour moi, le plus gros point négatif, c'est pas forcément que bah vas-y, tu te promènes dans une ville, enfin c'est comme la vraie vie un petit peu. Mais d'un côté, c'est un côté où ce que ça peut inciter aux gens de faire pareil. Du style, aller acheter une arme pour tuer des gens. Enfin, pour les jeunes, je trouve c'est même pour moi. Même moi, je sais que c'est la fausse réalité, mais il y a des gens qui vont inciter à faire pareil. Et ils vont se dire, ah ben, ouais, je pourrais faire ça dans la réalité. Mais ils se remarquent pas que le jeu, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, tu quelqu'un, bah, tu vas pas recevoir une médaille. Là, sur GTA, bah, c'est pareil. Tu vas pas recevoir de médaille, mais par contre, t'auras pas la police au cul, que dans la réalité, t'auras la police au cul. Voilà la différence. Lui débarque avec trois psychopathes bien taillés, aussi attachants qu'infréquentables. Michael, pour moi, c'était le plus... Enfin, pour moi, une mission sur GTA devrait quand même être tous mis du style, vous avez un truc mission, ils devraient mettre une mission pour débloquer les personnages. Moi, je suis toujours à Michael, je trouve pas Trevor. Alors que pourtant, Trevor, je sais pas comment faire pour le débloquer. Du coup, s'il y en a quelques-uns en commentaire qui peuvent me dire, ça serait merci. Ça serait bien, merci. Qui forment une sorte de trinité sacrée de l'Amérique déglinguée version 2013. Et là, clairement, Rockstar a frappé fort. Alors déjà, on va commencer avec Michael, le capitaliste dépressif sous Xanax, puisque là, on parle d'un papa en crise de la quarantaine,
surtout de la cinquantaine, ex-braqueur devenu un peu la marionnette de la classe moyenne supérieure. Il vit dans une villa hors de prix, il a une famille qui le hait, il passe ses journées à mater des nanas sur la plage et à engueuler son psy, et il est aussi crédible en père aimant que Jeff Bezos l'est en militant écologiste. Mais ce qui rend Michael Waouh. Il y a des mots que je comprends pas. fascinant, c'est son cynisme constant. Le gars est ultra sarcastique et on peut le comprendre. Il représente la réussite américaine façon McDo, vendu comme un rêve, digéré Façon McDo. comme un cauchemar. Ce mec a tout ce qu'il faut pour être heureux, sauf l'envie de vivre. Il est la preuve que le bonheur matérialiste, c'est une grosse escroquerie, et Rockstar te le hurle dans les oreilles pendant toute la campagne. Michael, c'est un peu le Wolf of Wall Street, version banlieue de Los Santos. Ça sniffe du vide, ça crie beaucoup, et ça trahit tous ses potes dès que ça peut. Ensuite, il y a son meilleur pote, entre guillemets, Trevor, ce cinglé sous méthamphétamine qui viole toutes les règles du bon goût, toutes les règles du bon sens, même si effectivement il est quand même très marrant. Il est sale, il est brutal, il est étrangement humain en plus par moments. De manière assez ironique, il est beaucoup plus instable que Michael, mais surtout beaucoup plus loyal en amitié que Michael, c'est assez marrant. Quoi qu'il en soit, c'est le genre de mec qui déchiquette un gars à la clé à molette, puis t'offre un câlin pour se faire pardonner. Trevor, c'est un peu le GTA des débuts, c'est celui de Vice City, de San Andreas. Il est bordélique, imprévisible, sans aucune envie de plaire, il est l'avatar de notre moi intérieur refoulé, celui qui veut foutre le feu au système tout en pleurant devant un vieux chien perdu. Mais il est aussi là pour rappeler à quel point Rockstar a changé. Trevor aurait été la norme dans les anciens jeux, sauf que dans GTA V, il est devenu l'exception tolérée, un vestige, une anomalie dans une machine bien huilée. Et on va finir la présentation de notre trio avec Franklin, le gangster stagiaire. Alors Franklin, le petit voyou avec la coupe de cheveux relativement discutable, en tout cas d'après la barre, hein. Ce n'est pas mes mots, bien évidemment, c'est le personnage que Rockstar a mis là pour cocher toutes les cases. Jeune des quartiers veut s'en sortir, conscience morale. Voilà l'équipe. Ce soir, 23h devrait sortir la partie 2. Normalement, si tout va bien. Je vous dis à tout à l'heure, l'équipe. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord. Il sera en description. Merci à tous. C'était Anonyme V2. Bye bye. Bye. Et à tout à l'heure.